Les besoins de financement du continent africain s'élèvent entre 614 et 618 milliards de dollars par an. Des besoins qui pourraient grimper en raison de la crise de Covid-19 que le monde entier a connue en 2019. Alors qu'il est désormais question de relance économique, relance des affaires, relance des projets et même des entreprises, comment la Covid-19 change-t-elle le visage des financements sur le continent? Telle est la thématique qui nous réunit au cours des 45 prochaines minutes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur cette plateforme virtuelle Adama Diouf Ndiaye, directrice générale de NCA Bank Sénégal, qui portera la voix des banques sur ce panel. Parce que les transferts d'argent de la diaspora, donc l'objet a évolué dans le temps, transcendant les simples besoins quotidiens pour viser des investissements dans des projets, je suis ravie d'accueillir Guillaume Pambrin, directeur général d'Africa Rapid Transfer SA, filiale du groupe bancaire panafricain Ecobank et spécialisé dans les envois de fonds de la diaspora africaine d'Europe. Bienvenue. On ne le dira jamais assez, avec un taux de 27%, les femmes africaines sont les champions du monde de l'entrepreneuriat. Et la question de leur accès au financement demeure critique, surtout dans ce contexte de relance. Pour jeter des pistes d'issues concrètes, je reçois avec plaisir Vanessa Adondé, Managing Partner du cabinet de conseil financier Ellipsis. Et enfin, pour aborder notre thématique sur une note un peu plus analytique et stratégique, je suis ravie d'accueillir Augustin Nicole, associé du cabinet BCTG, avocat. Bienvenue à tous, chers panélistes. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Et pour commencer, je me tourne vers vous, Adama Diouf Ndiaye, puisque vous représentez les banques sur ce panel. Elles ont été très sollicitées pendant la pandémie et elles représentent le principal soutien des économies pour la relance dont nous parlons cet après-midi. Les banques envisagent-elles de revoir leur stratégie de financement suite à cette crise? Oui, bonjour. Effectivement, malgré la rapidité avec laquelle les autorités de la sous-région ont réagi face au Covid-19, de grandes incertitudes subsistent quant à l'évolution de la pandémie, aux perspectives de reprise économique et aux changements structurels qui en découleront. La pandémie a déjà entraîné une nette dégradation des perspectives économiques de l'Afrique, le taux de croissance devant tomber à 0,7% au Sénégal notamment, selon les prévisions. Mais face à cette crise, les banques ont bénéficié de la réactivité des régulateurs qui ont permis immédiatement de prendre des mesures pour assurer la stabilité financière, ce qui devrait réduire les risques de défaillance, en tout cas à court terme. Au nombre de ces mesures stratégiques, nous faut noter la prorogation jusqu'en 2023 des dispositifs transitoires qui a pour conséquence la reconduction des normes prudentielle de 2019 pour l'année 2020, la mise en œuvre du dispositif Covid-19 qui a pour objectif d'accompagner les entreprises rencontrant des difficultés pour honorer leurs engagements à travers des reports d'échéance sans frais. Environ pour NCA Bank au Bénin, au Togo et au Sénégal, c'est environ à peu près 1% des engagements globaux. La baisse du taux de refinancement qui était en moyenne de 3,5% sur les périodes précédentes à 2%, qui a permis aux banques de disposer de liquidités suffisantes et à moindre coût durant la période. Il faut toutefois noter, c'est vrai, le risque lié à une forte augmentation des prêts non productifs, puisque ces reports et ces crédits de relance, j'en parlerai plus tard, se font donc sans frais ou à des taux en tout cas bonifiés. Mais également, pour ce qui concerne les engagements de la clientèle, les emprunteurs de divers secteurs et niveaux d'activité qui sont touchés, avec des baisses de revenus et de recettes qui peuvent impacter leur capacité à faire face à leurs obligations. Nous pensons toutefois que les banques doivent continuer à jouer un rôle en orientant notamment leur stratégie de financement vers l'économie réelle, en particulier vers les PME-PMI. Parallèlement, nous devons éviter bien sûr un resserrement de ces mêmes crédits bancaires avec une forte réduction de nouveaux prêts qui pourrait impacter donc la qualité de nos portefeuilles. Mais à cet effet, donc, le groupe NCA va continuer à jouer son rôle
avec une participation active aux mécanismes de financement mis en place par les autorités pour soutenir les relances des économies dans nos pays d'implantation, notamment ici au Bénin, au Sénégal, au Togo. Nous avons d'ores et déjà signé des accords cadres dans ce contexte-là, au Bénin et au Sénégal où ça existe déjà, et avec donc les programmes de résilience d'abord au Sénégal, avec le bras armé de l'État, le FONGIP, sur lesquels nous avons déjà bien sûr octroyé des crédits de relance, de résilience, pardon, et le programme de relance donc, qui est en cours, qui vient d'être signé et qui sera mis en place. Voilà stratégiquement sur le volet donc, très important de l'accompagnement des PME-PMI, l'outil, en tout cas le levier privilégié sur lequel NCA Bank va s'appuyer pour jouer sa partition. On retiendra que vous conseillez une orientation des stratégies des banques vers l'économie réelle, c'est-à-dire le financement des PME, PMI. Très bien, merci. J'en viens à vous, Guillaume Pombra. Vous allez nous parler sur ce panel d'un type de financement assez particulier, parce qu'il s'agit des transferts d'argent de la diaspora, comme je le disais en préambule, qui ont évolué ces dernières années, donc passant des simples transferts pour satisfaire des besoins quotidiens à des transferts destinés au financement de projets d'entreprise. Selon vous, que représentent ces transferts aujourd'hui pour les économies africaines et quel a été l'impact de la Covid sur leur dynamique? Bien, bonjour. En fait, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne représentent 48 milliards de dollars, pour vous donner un ordre d'idée du volume en 2019. C'est un montant qui est en forte croissance, qui vient même à dépasser le niveau de l'aide publique au développement économique, ainsi que les IDE à destination de l'Afrique subsaharienne. Il faut savoir que l'impact du Covid-19 sur ce volume de transfert d'argent représente sur 2020 à peu près 9%. On estime que les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient reculer d'environ 9% pour se hisser à 44 milliards de dollars. Alors, la pandémie de Covid-19 touche à la fois les pays d'origine et de destination des migrants subsahariens. Et malheureusement, ce tassement des remises migratoires devrait aggraver l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Toutefois, il faut bien se rendre compte que cette légère chute peut anticiper une hausse de transfert d'argent et reporter des solutions innovantes en matière de transfert d'argent. Je veux dire à travers tout ça que les migrants vont reporter leur comportement en matière de transfert d'argent vers des solutions numériques sur 2020 et 2021, notamment à cause des restrictions sanitaires en matière de voyage à l'international. Et donc, c'est une raison pour laquelle on observe une opportunité et une tendance de la part de la diaspora africaine européenne en matière de transfert de fonds vers l'Afrique subsaharienne. Et dans ce contexte, le groupe Ecobank a lancé Rapid Transfert International, une solution 100% digitale qui permet de répondre à ce besoin de la diaspora africaine européenne en matière de transfert d'argent. Très bien, merci pour cette revue précise sur les transferts d'argent de la diaspora. J'en viens rapidement à vous, Vanessa Adondé. Je le disais en préambule, les femmes africaines sont les championnes du monde de l'entrepreneuriat parce que 27% des femmes africaines sont entrepreneurs. Et on sait aussi qu'elles ont toujours des difficultés d'accès au financement. Selon vous, comment les accompagner efficacement durant cette période de relance? On a entendu par exemple Madame Diouf Ndiaye dire tout à l'heure qu'il fallait que les banques notamment orientent leur stratégie vers l'économie réelle. Selon vous, comment les accompagner efficacement ces femmes d'affaires? Alors, vous l'avez dit, je pense que ce n'est plus à prouver que l'entrepreneuriat est
inscrit dans l'ADN de la femme africaine, et ce, malgré les difficultés auxquelles elles font face au quotidien dans le cadre de leurs activités. Donc, comment les accompagner? En innovant, j'allais dire un peu, mais non, en innovant beaucoup, en faisant évoluer la réglementation, parce que on jette aussi... on jette la pierre aux banques, mais on fait face, notamment dans les pays francophones, à une réglementation qui est extrêmement rigide et qui rend difficile l'innovation en fonction du type de client ou du type de financement auquel on fait face. Donc moi, je dirais, en innovant beaucoup et en regardant d'autres sources de financement que le financement bancaire, d'autres sources de financement que les fonds d'investissement, par exemple, qui vont se focaliser, eux, sur des tickets qui sont beaucoup plus importants. Les femmes africaines, aujourd'hui encore, c'est de l'entrepreneuriat principalement de subsistance. Donc l'enjeu va être d'utiliser ces financements pour les faire évoluer et créer de réelles championnes au niveau tant national que régional et éventuellement continental. Créer des championnes au niveau continental et international, ça me fait penser à ce que déclarait une personnalité africaine récemment dans une interview, disant qu'il fallait plus de femmes africaines comme Aliko Dangote. Et c'est justement la force du monde financier que de pouvoir pousser autant les femmes. Merci Vanessa. J'en viens à vous, Augustin Nicole. BCTG Avocat travaille beaucoup sur les projets d'infrastructure et d'énergie. On sait qu'aujourd'hui, quand on parle de développement en Afrique, impossible de ne pas parler d'infrastructure. Hein. C'est le nerf de la guerre actuellement pour la majorité des gouvernements. Selon vous, quelle trajectoire pourrait prendre les investissements dans le contexte de relance s'agissant particulièrement de ces projets d'infrastructure et d'énergie? Bonjour, merci de nous laisser la parole et merci de cette question qui est intéressante et qui, dans le contexte des infrastructures et des grands projets énergie, pose la question de savoir, pour reprendre le titre de ce forum, comment est-ce que cette crise, ou plutôt cet événement, parce que la qualification de crise pourrait être discutée, Covid-19, va influencer ces projets et ces infrastructures. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question du temps dans lequel s'inscrivent ces projets. Et à notre avis, il y a quand même un temps long pour prendre les décisions, pour mobiliser des financements, pour mettre en place ces projets, pour les faire fonctionner, etc. Qui fait que la crise ou les événements liés au Covid-19 ne vont pas tout transformer du jour au lendemain. En tout cas, c'est le sentiment que nous avons, nous, ici. Il y a un processus, des projets qui sont en cours, des projets qui sont conçus, des projets qui sont en cours de construction, et ces projets-là, ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, il va y avoir d'abord un phénomène d'inertie très important qui fait que les changements de trajectoire vont s'opérer avec le temps. Alors, il y a néanmoins des tendances qui sont identifiées, notamment avec les injections de liquidités qui sont très fortes en ce moment, et notamment par les financements des institutions internationales. Si vous prenez la Banque mondiale, par exemple, dans les financements, vous avez à peu près une grosse moitié qui est dédiée aujourd'hui à la lutte contre l'événement ponctuel que constitue le Covid-19, en disant comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on sauve la vie des gens, en fait, puisque c'est ça les enjeux, et puis comment est-ce qu'on protège les plus pauvres qui n'ont pas accès au système de protection, et puis vous avez une deuxième partie, on est à peu près moitié-moitié, qui sont des fonds qui sont affectés à la relance de l'économie et au projet. Alors, ça ne veut pas dire que quand on parle de la vie des gens et de la protection des plus pauvres, on ne parle pas d'infrastructure, parce que ça peut être aussi des hôpitaux, ça peut être aussi une impulsion qui est mise sur ces grands projets, mais pas que. Effectivement, dans la deuxième partie, qui est la partie infrastructure, relance de l'économie, là, on peut avoir des projets d'énergie, là, on peut avoir des projets qui sont des projets, effectivement, long terme. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il va y avoir un changement, mais un changement stratégique sur le long terme de la part de ces États. La deuxième tendance qu'on peut voir, c'est que du fait de cette réorientation aussi et de l'affectation de fonds qui est un peu différente, puisque certaines institutions sont obligées de consacrer une partie des ressources
à cette problématique de crise du Covid-19, vous avez le besoin de trouver des nouvelles sources de financement et donc des nouveaux chemins pour aller chercher effectivement de quoi financer les projets. Et vous avez aujourd'hui des méthodes qui sont des méthodes nouvelles, qui se développent beaucoup, aux côtés du triptyque État, banques et institutions internationales. Alors, on a aujourd'hui des phénomènes de crowdfunding, on a aujourd'hui des phénomènes de private equity ou même de M&A qui, dans le cadre de la croissance, permettent à des entreprises de venir en racheter d'autres, en développer d'autres, etc. Et donc ça, ce sont des mouvements assez nouveaux qui peuvent arriver à des schémas très étonnants pour certains. On pense par exemple au barrage de la Renaissance en Éthiopie, qui là a été financé quasiment uniquement par les Chinois qui sont très présents en euro, mais également les Éthiopiens parce que les bailleurs de fonds avaient refusé de supporter le projet pour des raisons dont on pourrait discuter ici. En tout cas, il y a des nouvelles méthodes, des nouveaux chemins d'investissement, mais tout ça va se faire dans le long terme. Très bien, des nouveaux chemins, des nouvelles solutions d'investissement envisagées sur le long terme. Cela nous donne une transition pour passer au second round de cette discussion qui est assez speed et qui sera assez speed. Et là, nous allons rentrer un peu plus en profondeur et je vais me tourner vers vous, Guillaume Pombrin. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'évolution qu'ont connu les transferts d'argent, de la baisse de ces transferts d'argent d'un point de vue global sur l'année 2020 en raison de la pandémie. Mais on sait très bien que, bien qu'il y ait la pandémie, il y a eu quelques pays qui se sont démarqués, comme le Maroc par exemple, où les transferts d'argent de la diaspora ont atteint des niveaux records. Comment ces fonds de la diaspora pourraient-ils davantage contribuer au développement économique du continent et que pourraient faire les gouvernements africains pour donner plus de puissance à la manne financière que représentent les transferts de fonds de la diaspora pour l'économie? Alors, je pense que le Covid-19 n'a pas fondamentalement changé les comportements en matière de transfert d'argent. On est passé de transferts d'argent sociaux, où la diaspora africaine européenne transférait de l'argent pour subvenir aux besoins des proches ou les accompagner en matière de santé, par exemple. Or, on a constaté un changement de comportement avec une volonté de cette diaspora d'accompagner le développement économique du continent africain en matière associative, par exemple, ou dans des projets beaucoup plus importants. Pour vous donner un ordre d'idée, on était plus sur des orientations de projets immobiliers, d'investissement immobilier, mais maintenant, il n'est pas rare de voir des personnes issues de la diaspora africaine qui décident de participer à des projets de développement pour réhabiliter une école dans le village, etc. Donc ça, je ne pense pas que le Covid-19 va changer ce comportement. Il faut aussi noter que nous avons un comportement de transfert d'argent d'Europe vers l'Afrique, mais également d'Afrique vers l'Europe. Il est de plus en plus, on note de plus en plus justement une croissance des transferts d'argent vers l'Europe avec des collègues africains, des amis africains qui vont accompagner par exemple leurs enfants en matière d'études. Lorsqu'ils viennent en Europe, il faut, à titre d'exemple, nous avons en France, nous accueillons un peu plus de 100 000 étudiants africains. Donc, il y a vraiment ces deux continents, l'Europe et l'Afrique, qui ont des synergies en matière de transfert d'argent. Et la diaspora africaine porte vraiment, maintenant, c'est ce que nous ressentons, nous analysons, de vrais projets, de véritables projets et veulent contribuer. Cette diaspora africaine veut de plus en plus contribuer au développement économique du continent africain. Alors, les gouvernements interviennent à plusieurs niveaux. On a pu, par exemple, noter sur le continent africain que le gouvernement ghanéen, fin 2019, a créé une instance, la Diaspora Saving and Investment Account, qui est supervisée par la Banque centrale ghanéenne et le ministère des Finances et qui permet, si vous voulez, d'encourager, de faciliter, avec des taux avantageux, l'allocation de prêts
à des ressortissants de la diaspora africaine, de façon à contribuer au développement du Ghana. Et la crise du Covid-19 a démontré également dans d'autres pays africains, notamment je pense à l'Éthiopie, je pense au Rwanda, des actions assez similaires où des initiatives sont en train d'être prises et ont été prises pour encourager la diaspora africaine à investir dans son pays d'origine. On a également noté en 2018 la création d'un État de la diaspora africaine dont l'objectif clairement affiché était de renforcer l'Afrique par la diaspora et la diaspora par l'Afrique. Alors ça représente 350 millions de personnes à travers le monde et une fois de plus, on voit bien la prépondérance au sein des différents gouvernements de cette diaspora africaine. Et si on s'intéresse à notre hexagone, les dernières initiatives ont pu être prises par une députée française, Madame Siracilla, de façon à encourager les transferts d'argent effectués par la diaspora africaine avec notamment des assouplissements en matière de modalités de commercialisation de services bancaires. Donc on voit que ces sujets d'encouragement auprès de la diaspora africaine pour contribuer au développement économique du continent africain est vraiment sur tous les fronts, aussi bien intra-continent africain qu'au niveau européen. Très bien. On retiendra notamment que les gouvernements africains doivent davantage mettre en place des mesures d'accompagnement, n'est-ce pas, de cette diaspora-là pour qu'elle puisse davantage investir sur le continent et s'intéresser aux projets de développement. Vanessa Adondé, tout à l'heure, vous parliez d'un besoin d'innovation pour mieux financer les femmes africaines. Vous travaillez aussi beaucoup sur la promotion de l'investissement individuel, notamment l'épargne. Alors, quel rôle peut jouer l'épargne dans cette vaste mobilisation des financements pour la relance économique africaine ? Il y a un gap à combler et du coup, on prend tout ce qui arrive, n'est-ce pas? Donc, j'ai été très intéressée ici d'entendre parler des flux qui proviennent de la diaspora. C'est le même principe qui va s'appliquer, c'est-à-dire de la même façon qu'aujourd'hui, la diaspora étrangère a dans leur pays, donc et de projets de développement, mais ils veulent également investir dans des projets d'entreprise. Et c'est la même chose qui s'applique pour les personnes qui vivent en Afrique. Et qui mieux que ces personnes-là pour avoir une bonne connaissance du marché, une foi, disons, dans leur pays et dans l'évolution des choses. Donc, de nombreux individus cherchent aujourd'hui de nouveau de placer leur argent et ont tendance à tourner vers l'entreprise, donc pas en étant forcément entrepreneurs eux-mêmes, mais en étant... c'est une démarche qui reste, à mon sens, naissante et qui mérite d'être accompagnée par comme je disais tout à l'heure, une évolution de la réglementation. Donc, les investisseurs individuels gagneraient à avoir, par exemple, des compensations fiscales pour leur investissement, gagneraient à être en mesure d'investir dans un contexte qui les rassure avec un certain niveau de gouvernance, ce qui peut être difficile quand on investit dans des TPE et des PME en Afrique comme ailleurs. Et c'est dans cela que le rôle des cabinets de conseil ou autres structures d'accompagnement joue une grande place finalement pour rassurer ces
investisseurs-là, leur permettre d'investir en toute sécurité et de faire grandir ces entreprises qui, ensuite, pourront bénéficier d'investissements d'autres sources comme les banques ou les fonds d'investissement. Très bien, merci. Et j'en viens à vous, Augustin, Nicole. On sait bien que la pandémie de Covid-19 a impacté la dynamique d'investissement à travers le monde. Les agendas ont été chamboulés, plusieurs projets d'investissement ont été ajournés à cause de la crise. Vous qui étudiez l'environnement des affaires et des investissements, quels sont les facteurs qui, selon vous, vont influencer les décisions d'investissement en 2021, selon vous? Alors, c'est difficile de répondre à cette question sur le plan financier et là où effectivement l'input d'un cabinet d'avocats peut être intéressant, c'est de savoir ce qui va rassurer finalement les investisseurs et ce qui va être des critères importants dans le cadre de la réalisation de ces projets, de la réalisation de ces infrastructures, mais aussi dans le cadre finalement de tout investissement quel qu'il soit, essayer de voir ce qu'il faut penser, ce qu'il faut voir dans les contrats, l'input que peuvent avoir les avocats sur ces sujets. Je crois que le premier élément qui va être décisif maintenant, ça va être l'information. C'est-à-dire c'est la remontée de l'information, la qualité du reporting, la qualité des données qui sont fournies à celui qui a financé par celui qui est financé. Alors, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la M&A ou private equity, puisque ce sont des acteurs qui sont des acteurs habitués à ces reportings. L'implication aussi des pays comme la Chine ou même comme le Japon sont des pays qui sont très habitués à ces reportings extrêmement structurés. Et ça veut dire que par les juristes, par les administratifs, par les financiers, etc., il va falloir structurer cette remontée d'informations pour qu'elle soit crédible et qu'elle soit utile pour le financier. À mon avis, ça va être un point tout à fait important et ça rejoint aussi la problématique de temps long et de long terme pour ces projets dont on parlait tout à l'heure qui impliquent non seulement une communication avant d'investir pour savoir dans quoi on investit, et ça va être un critère majeur, et puis aussi une information pendant la durée de l'investissement sur le long terme pour s'assurer que l'investissement est bien exploité. L'autre élément important pour les avocats, ça va être parce que c'est leur boulot finalement de faire des bons contrats. Et donc de faire les bonnes clauses et des clauses qui s'appliquent et qui ont vocation à être déclenchées dans un monde qui évolue très vite. La grande question qu'on a eue, nous, les avocats, vis-à-vis de tous ces contrats qu'on avait constitués, qu'on avait rédigés avec les financiers quand la crise est survenue ou quand les événements du Covid sont survenus, c'était de savoir, par exemple, si le Covid était un cas de force majeure et quels en étaient les impacts. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les clauses que nous devons préparer et les contrats qu'on doit faire sont des contrats qui sont adaptables à des événements qui ne sont pas forcément prévus, à des événements qui sont d'une dimension totalement inattendue. Et quand on voit le blocage qui a été le Covid-19, qui n'a finalement pas non plus grand-chose à voir avec Ebola ou avec les fièvres qu'il y a eu en Chine il y a quelques années, qui étaient des événements localisés, là, on a vraiment eu un événement mondial qui était un événement qu'il fallait prévoir dans le contrat. Donc, il faut une prévision, il faut une adaptabilité et il faut des dispositifs qui permettent, parce que c'est ça qui va rassurer les financiers, d'ajuster le contrat, le projet, la structure, l'infrastructure, aux événements qui peuvent intervenir. Aujourd'hui, vous avez pas seulement des clauses d'arbitrage pour savoir qui est responsable quand tout a échoué, vous avez aussi des clauses juridiques qui sont des clauses de dispute, ce qu'on appelle les dispute resolution board, qui permettent non pas de trancher une responsabilité, mais de permettre au projet de se poursuivre et de se continuer, même s'il y a une grande difficulté qui survient. Et puis, dernier élément d'implication, à mon avis, qui va être un facteur décisif pour les financiers, pour les investisseurs, c'est la détermination, la clarification. Mais ça, c'est une question qui n'est pas nouvelle et qui n'est pas rendue plus criante ou plus exigible par les événements du Covid. C'est la nécessité d'un cadre réglementaire qui soit à la fois efficace, qui soit cohérent économiquement, qui permet effectivement d'assurer la rentabilité qu'on peut attendre, et puis aussi, surtout, qui est un cadre de grande stabilité. Donc ça, il y a effectivement une expérience à partager par les avocats, des juristes, pour faciliter un terrain qui soit favorable aux investissements et qui effectivement permette de remplir les cases, en tout cas les cases juridiques des opportunités d'investissement pour rassurer les investisseurs.
Très bien, on retiendra que l'une des choses les plus importantes dans le contexte actuel, c'est de tout faire pour rassurer les investisseurs au travers notamment de la qualité de l'information financière. Merci. Et j'en viens à vous, Adama Diouf Ndiaye, vous qui êtes la voix des banques sur ce panel. Et on sait que la banque, c'est un peu comme la base de la notion de financement. La banque est venue, ensuite toutes les autres sources de financement. Qu'est-ce que les banques sont prêtes à faire et qu'est-ce qu'elles ne sont pas prêtes à faire dans ce contexte de relance? Et je reviendrai notamment sur la question du financement des entreprises tenues par les femmes. Alors, qu'est-ce que les banques sont prêtes à faire et que ne sont-elles pas prêtes à faire? Oui, je pense que dans ce contexte de résilience et de relance, les banques ne jouent pas un rôle de financement uniquement, mais aussi un rôle social en assistant directement l'État dans la relance de l'économie. Le rôle des banques régionales, comme le groupe NCA, sera donc désormais stratégique, avec une plus grande, bien sûr, capacité à soutenir l'action des États et donc à soutenir les PME, PMI, comme je l'ai dit tantôt. La question donc, c'est pas de savoir, de faire ou de ne pas faire, mais comment permettre donc de manière, disons, sécurisée, pérenne, d'accompagner la relance économique par les banques qui ont ce rôle vital à jouer. Premièrement, je pense que le cadre réglementaire qui s'applique aux banques devra continuer à nous permettre de faire cet accompagnement de façon efficace et durable. Nous avons été soutenus, je l'ai expliqué plus tôt, je ne reviendrai pas dessus, durant toute cette période-là, 2020. Il faudra que ça continue, il faudra que les banques donc, aient ce cadre réglementaire-là qui permette. Les banques et les régulateurs ont tous le souci d'améliorer le taux de bancarisation, d'intégrer le secteur informel dans le secteur bancarisé et dans l'action sociale. À ce titre, il convient de rappeler donc certaines dispositions, notamment les ressources disponibles sur le guichet spécial de refinancement de crédit octroyé aux PME-PMI. C'est un guichet sans plafond qui a été créé dans le cadre du dispositif mis en place par la Banque centrale, en accord avec les banques et établissements pour promouvoir le financement des PME-PMI. Donc, c'est un levier quand même assez important. Deuxièmement, nous espérons donc un maintien des initiatives favorisant l'accès à la ressource financière pour les banques à des coûts donc raisonnables, tel que ça a été le cas, je l'avais dit tantôt aussi, en 2020. Pour pouvoir faire face aux demandes de financement des PME-PMI à des conditions qui seront supportables par celles-ci. Et quelles sont finalement les attentes des banques vis-à-vis des gouvernements? Est-ce que les banques ont des attentes vis-à-vis de tout l'écosystème, on va dire, gouvernement, entreprise, banque centrale, etc.? Rapidement, oui. S'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, je l'ai dit plus tôt, hein, du point de vue des attentes, notamment par rapport aux régulateurs, à la Banque centrale. Donc, c'est bien sûr donc le cadre réglementaire, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, sur 2021, nous espérons que ce cadre réglementaire-là puisse continuer à nous permettre de faire cet accompagnement, comme je l'ai dit plus tôt. Il y a des ressources, le coût des ressources qu'on utilisera. Je l'ai dit plus tôt, le taux de refinancement a permis en 2020 d'avoir accès à de la liquidité à des coûts très raisonnables qui nous ont permis quand même donc de pouvoir leverage sur ça pour continuer nos activités dans un contexte où les entreprises qu'on a en face de nous ne peuvent pas se permettre donc des financements au coût habituel qu'on avait précédemment. Bien sûr, il faut citer donc les programmes, comme je l'ai dit, qui existent, qui sont en train d'être mis en œuvre avec l'appui des démembrements de l'État, avec des fonds qui sont dédiés, qui sont mis à la disposition des banques à des taux compétitifs, voire des taux zéro, et qui permettent de garantir ces financements-là.
ces dispositifs-là, cet accompagnement du point de vue de la réglementation sont un ensemble de choses qui seront nécessaires pour nous permettre de continuer à jouer notre rôle qui est nécessaire et qu'on va continuer à jouer dans ce contexte-là. Très bien, je vous remercie. Rapidement, nous avons balayé comme ça l'ensemble des points que nous voulions voir, mais avant de terminer cette table ronde, puisque nous arrivons vers la fin du temps qui nous est imparti, je donnerai la parole à chacun d'entre vous, chers panélistes, pour que vous nous disiez un peu globalement quelle est finalement votre vision de ce que va être l'univers des financements en 2021, et ce sera pour vous le mot de la fin. Alors, je commence par vous, Vanessa. Adandé, à vous la parole en quelques secondes. Alors, moi, je vais me concentrer sur le financement des PME. Et je pense que ce que la crise sanitaire devenue crise économique nous a montré, c'est qu'il fallait qu'on se concentre sur le renforcement de nos chaînes de valeur au niveau national, sur le renforcement de nos entrepreneurs, sur le renforcement de nos entreprises, parce que cette crise a donné un coup dur à la mondialisation telle qu'on la connaît, parce qu'à quoi servent des partenaires et des fournisseurs dans d'autres pays quand les frontières sont fermées et que les restrictions sanitaires ne nous permettent pas d'avoir les produits ou les services dont on a besoin. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'il va falloir qu'on réoriente notre stratégie. Et quand je dis on, ça va être les États, ça va être les entreprises, ça va être l'ensemble des acteurs, qu'on réoriente notre stratégie sur le financement de nos entrepreneurs au niveau national. Réorientation des stratégies de financement des entrepreneurs au niveau national à travers le continent. On retiendra cela. Merci. Augustin Nicole, alors vous qui jouez un rôle de conseiller, quel visage prendrait selon vous finalement les financements à travers le continent dans l'ère post-Covid ? Moi, je suis assez sensible à ce qui vient d'être dit à l'instant quand on parle effectivement de renforcement des chaînes de valeur au niveau national. Pour rebondir sur l'énergie, qui est un peu notre cœur de métier, l'idée est d'aller vers l'autonomie et l'autosuffisance de l'Afrique, qui en a toutes les compétences et toutes les ressources pour cela, notamment avec le solaire ou l'hydraulique en particulier. Et ce qu'a montré cette période de Covid, c'est qu'il faut être prêt à ce que, de manière brutale et pour un temps donné, qui a vocation à être le plus court possible, les frontières se ferment et il faut que chacun se débrouille un petit peu. Et ça, effectivement, ça veut dire qu'il faut se recentrer sur la capacité, soit des pays, soit à tout le moins du continent lui-même, de survivre seul, sans l'assistance extérieure en permanence, et donc de travailler sur cette autonomie. Et je pense que les financements doivent avoir quand même cette perspective-là, cet objectif-là. Et de ce point de vue, les événements liés au Covid peuvent constituer peut-être une opportunité et un déclencheur d'accélération. Très bien. Alors, le Covid serait peut-être un déclencheur, un accélérateur de la dynamique de financement à travers le continent. Merci beaucoup. Adama Diouf Ndiaye, on a écouté votre exposé tout au long de cette table ronde. Selon vous, finalement, quel visage prendrait les financements à travers le continent, notamment concernant les banques ? Oui, un visage qui devra intégrer nos défis actuels dans le contexte donc de cette pandémie-là. Une des leçons, bien sûr, qu'on a pu en tirer, c'est la nécessité pour les banques, donc, dans nos environnements, d'allier la proximité physique avec nos agences à une offre digitale. Les banques traditionnelles comme le groupe NCA, notamment en Côte d'Ivoire, disposent d'un réseau d'agences suffisant, mais la transformation digitale doit être accélérée. Le travail à distance qu'on a eu, nous, au niveau des banques et notamment au niveau du groupe NCA Banque, à mettre en œuvre
pendant la période de la pandémie depuis mars sur beaucoup de fonctions, nous a permis non seulement de capitaliser sur l'offre digitale qui existe déjà au niveau du groupe NCA, mais également d'accélérer certaines transformations qui sont en cours, notamment au Sénégal, au Togo ou au Bénin, où notre système d'information est en cours de upgrade pour nous permettre de mettre en place rapidement d'autres produits digitaux qu'on a déjà ciblés. Donc, également, récemment, le lancement en juillet dernier de la deuxième banque digitale de la sous-région, Orange Bank Africa, sera sans doute un outil puissant pour l'inclusion financière dans nos pays. Donc, durant cette crise-là, également, les mesures d'assouplissement, je l'ai déjà dit, prises par les gouvernements et les banques centrales devront certainement nous permettre, si elles sont, disons, prolongées pendant la période de relance à venir, de jouer pleinement notre rôle. Très bien. On retiendra entre autres que la finance digitale pourrait prendre une place beaucoup plus importante dans le financement de l'économie. Et je termine avec vous, Guillaume Pambrin. Vous parlez sur ce panel d'un mode de financement assez particulier concernant les transferts de fonds de la diaspora. Finalement, après avoir écouté chacun des panélistes parler dans son domaine respectif, selon vous, quel visage prendrait finalement les financements en Afrique en 2021? Je rejoins beaucoup ce qui a été dit par les différents panélistes, c'est que je pense que le Covid-19 n'a fait qu'accélérer la transformation digitale qui avait déjà été initiée par certains grands groupes bancaires sur le continent africain et notamment en Europe. Je parle du groupe Ecobank qui, depuis par exemple plusieurs années, a accentué sa transformation digitale. Et on veut pour preuve, en pleine situation de crise sanitaire Covid-19, nous avons eu la résilience de lancer l'application mobile Rapid Transfert International pour accompagner la diaspora africaine européenne en matière de flux. Donc je reste très très positif sur les jours qui vont s'offrir à nous parce que dans ces genres de crises, on peut s'apercevoir qu'il y a une certaine cohésion sociale qui intervient. Il y a des groupes de personnes dans les institutions qui se réunissent et qui font accélérer les transformations. Et ça permet également de pouvoir mieux accompagner les clients dans leurs besoins au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est cher et qui, je pense, qui interviendra dans les prochaines semaines et prochains mois. Et puis, terminons sur une note positive, c'est qu'on se rend compte que les canaux digitaux sont parfois moins utilisés par les personnes. Donc, il y a un avenir qui est prometteur en matière de digital pour accompagner toujours les personnes. Merci beaucoup. Terminer sur cette note digitale nous donne une belle transition pour le prochain panel qui sera justement consacré à la transformation digitale. Merci à tous, chers panélistes, d'avoir été sur cette table ronde et merci à vous qui nous avez suivis sur les réseaux sociaux. Restez connectés. Tout de suite, le panel sur la transformation digitale.